Historiquement, la psychologie a longtemps défendu l'idée qu'il fallait éviter les conflits autant que possible, parce que ça ne pouvait que nuire au bien-être. Aujourd'hui, elle considère plutôt que se quereller est tout à fait naturel. Tout dépend de la façon dont on se dispute. Beaucoup de gens ne savent pas se disputer, parce qu'ils ne savent pas gérer l'afflux de stress. Or, il a des effets redoutables sur notre cerveau. Les gens ont toujours l'air un peu étonnés quand je leur demande comment ils tirent parti du conflit. Il arrive souvent qu'on se dispute avec des personnes pour finalement se rendre compte qu'on est d'accord avec certaines d'entre elles. Ça crée un sentiment d'appartenance. Le bonheur, c'est l'absence de conflit, pas vrai? Parce que le conflit est synonyme de stress, d'agacement et de colère. Se disputer avec ceux qu'on aime, c'est extrêmement désagréable. D'un autre côté, si j'esquive toujours la confrontation, le problème ne sera pas résolu et il va continuer de s'aggraver jusqu'à ce que plus rien ne puisse sauver le couple. Quand le conflit est inévitable, comment faire pour l'aborder de la bonne manière? Comment savoir quand se disputer en vaut la peine? Et après une querelle, comment se réconcilier? Andrzej Profus fait du punk hardcore et aime le cri primal et les franches disputes. La colère peut être une force positive qui aide à se libérer, par exemple du traumatisme des conflits familiaux. C'est par une confrontation violente avec ses parents qu'Andrzej a pu mieux se connaître et les découvrir sous un autre jour. Depuis, ils s'entendent beaucoup mieux. Asnaïn Kazim a été officier de marine, journaliste, écrivain et reste un grand trublion devant l'Éternel. Il n'aime rien tant qu'un bon débat assaisonné de réparties cinglantes, ce qui lui vaut d'être régulièrement la cible d'attaques virulentes. Mais il sait riposter et cherche même la confrontation avec les gens qui ne partagent pas ses opinions. La droite, la gauche, les islamistes, les woke. Une dispute a du sens quand il existe une solution concrète à un problème et qu'on diverge sur la meilleure façon de l'atteindre. Elle est bien moins fonctionnelle et souvent plus problématique quand c'est une question de personnalité, qu'on ne supporte pas notre interlocuteur. Le sociologue Georg Simmel a dit que le conflit est ce qui fait bouger une société. Quand on vit en harmonie et qu'on est tous du même avis, il ne se passe rien. Tout se met à l'arrêt. Un conflit, c'est aussi positif pour affirmer ses propres valeurs, poser ses limites et savoir qui on est. Il n'y a pas de solution, mais au moins on s'est exprimé. On a formulé son opinion à haute voix. Salut Ronia, c'est chouette de te voir. Quelle voix, c'était trop bien. Tu veux boire quelque chose? On peut aller dans la cuisine. Le plus important dans une situation de conflit, c'est de réguler ses émotions. Sinon, on est entraîné dans une spirale conflictuelle. Il faut se représenter la dispute comme étant vraiment un grand tsunami émotionnel, avec des émotions qui sont liées à l'objet de la dispute, avec des émotions que j'appelle des émotions cooptées, ça veut dire qui viennent de situations qu'on a par exemple vécues dans la journée, qui ont été stressantes ou frustrantes, ou aussi avec des émotions qui viennent de la petite enfance. Je crois que ma musique laisse libre cours à toute une palette d'émotions. Il y a de la colère, c'est sûr, des conflits que je porte en moi, mais aussi de la fragilité et de la vulnérabilité. Je pense que le fait de jouer et de crier m'aide au quotidien à être moins frontale en cas de dispute. Mais ça me donne aussi du courage et la force de descendre dans la rue et de me battre pour des choses que je trouve importantes. Est-ce bon de se disputer avec colère?
J'aime la colère. Je trouve qu'elle a quelque chose d'extrêmement direct. Elle dit clairement « ça me va, ça ne me convient pas ». Ça ne me dérange pas que des gens soient furieux contre moi. Je dirais même que ça me rassure. Ce que je trouve horrible, c'est quand tu vois bien que tu as vexé une personne ou qu'elle a un problème avec toi Et qu'elle ne dit rien. C'est ça. Elle se contente de te regarder avec un petit sourire, genre oui, oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Moi, je n'ai jamais trouvé de parade. Je dis franchement, qu'est-ce qui se passe? Tu veux me dire un truc? Ou alors, ça me met super mal à l'aise ta façon de te comporter avec moi. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère de loin que les gens se mettent en colère. Quelle est l'importance du corps dans une dispute? Pour moi, c'est souvent un appui. Quand je me dispute avec quelqu'un et que j'ai l'impression de me décomposer, d'être perdue dans ma tête ou dans mes émotions, c'est important de sentir le sol sous mes pieds. Et même si j'ai l'impression que tout se brouille, que tout se dérobe, je sais que j'ai toujours cet ancrage. Et quand j'ai des sentiments qui bouillonnent en moi, ça m'aide de les accueillir pleinement, de les laisser exister. Et de pouvoir dire ce qui se passe en toi. Oui. À partir du moment où la colère commence à monter, généralement, il faut qu'elle explose, il faut qu'elle éclate. Et ça peut pousser aussi des personnes peut-être plus discrètes, des personnes qui n'osent pas, parce que ça a été comme ça dans leur petite enfance. Elles ont été aimées seulement à partir du moment où elles disaient oui à tout. Et puis après, il y a peut-être moyen, par différentes méthodes aussi, peut-être de relaxation, ou bien tout simplement de dire à l'autre, je vais quitter la pièce parce que maintenant on tourne en rond. Et cette pause peut être très efficace. Les deux personnes vont boire un thé. En 3 minutes, le stress disparaît, la colère s'estompe et toutes les émotions se résorbent d'elles-mêmes. À travers le cri, Andrzej a trouvé une forme puissante d'expression de soi et un outil pour réguler ses émotions. Pour en tirer pleinement parti, il faut une maîtrise technique et une bonne perception de son corps. Une pratique qu'Andrzej enseigne aujourd'hui à travers son activité de coach vocal. Tu vas essayer de transférer un peu de poids vers le sol. Tout ce dont tu n'as plus besoin, les tensions et le stress, tu vas tenter de les lâcher autant que possible. Ensuite, on va se concentrer sur la jonction entre les mâchoires supérieures et inférieures. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent coincées là. Tu relâches bien, voilà. Après, on va poser le tranchant des mains comme ça et on va se racler la joue pour vomir tout ça. 1, 2, 3. N'aie pas peur de te laisser aller complètement dans le cri, d'en faire un truc énorme et puissant. No hard feelings. Go on your merry way. Dès l'instant où je comprends que je suis en stress, où j'accepte cette tension intérieure et même que je l'accueille en la saluant mentalement, il est déjà réduit de 30%. Aujourd'hui, on enseigne aux personnes qui doivent rester calmes, par exemple pour mener des négociations délicates, à réduire encore cette tension de 40%. Pour ça, il faut requalifier ce sentiment et prendre conscience qu'il est positif, que cette montée d'adrénaline donne un surcroît d'énergie. Et on peut alors utiliser cette énergie pour résoudre des conflits. Donc, une bonne dispute repose en premier lieu sur une stratégie d'apaisement intérieur. On ne refoule pas ses émotions, mais on les reconnaît. Oui, je suis en colère, et c'est légitime, parce que le sujet du débat me tient à cœur. Ensuite, l'échange verbal commence. Et là, il peut m'arriver de laisser échapper des choses qui ne font qu'envenimer la querelle. Comment faire pour m'améliorer ? La médiatrice ouvre d'abord une discussion unilatérale. Elle demande à chacune des deux parties de lui décrire ce qui pose problème. On ne peut pas ouvrir tout de suite la communication directe, parce qu'elles sont encore prisonnières du schéma de conflit. J'avais par exemple un couple en face de moi
Et cette première phase de récit a obligé la femme à écouter son compagnon expliquer à quel point elle l'avait blessé. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un déclic, qu'elle s'était adoucie. Et ce début d'apaisement est important parce que lors de la troisième étape, quand j'ouvre le canal entre les deux personnes, il faut qu'il y ait déjà une meilleure communication entre elles. Jamais, rien, toujours, ce sont des mots évidemment qui enferment, qui ferment le dialogue et qui enferment l'autre dans une position très inconfortable, puisque ça veut dire qu'il n'a jamais rien fait, qu'il est toujours de mauvaise humeur. Donc c'est important de débarrasser le langage, de débarrasser le dialogue de ces mots. Les questions ouvertes sont d'excellents outils rhétoriques. Ce sont les interrogations qui commencent par pourquoi, comment ou qu'est-ce que. Quand on ne peut répondre que par oui, non ou peut-être, on ferme la discussion. Si j'ai besoin d'une réponse précise de mon interlocuteur, je vais poser une question fermée. Ça te dérange? Oui. C'est bien, parce que ça permet de fixer quelque chose qui n'était pas clair. Il faut argumenter en commençant toujours par dire « de mon point de vue ». Si je dis à l'autre « c'est toi qui es stressé », ça ne va faire qu'attiser le débat. C'est un « tu » accusateur. Tu ne m'as pas compris. Pour désamorcer ça, il faut tout de suite passer au « je ». Je me suis mal exprimé. À Vienne, je rencontre Hasnaïn Kazim, un virtuose de la dispute, qui enfreint toutefois quelques règles de communication. Pourquoi la confrontation directe est-elle parfois inévitable? Salut! Salut, content de te voir. Moi aussi. Quel joli vélo! Merci. Hasnaïn Kazim a sillonné l'Allemagne sur son vélo et est allé sonner chez les gens pour leur demander ce qui les agaçait, quels étaient leurs sujets de dispute et ce qui les divisait. Selon lui, pour une bonne dispute, il faut quitter sa zone de confort et être prêt à remettre en question ses propres certitudes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, du point de vue politique. Surtout dans l'Est de l'Allemagne, dans les coins qui votent à plus de 40% pour l'extrême droite. Ce qui était important pour moi, c'était de ne pas donner le sentiment que j'arrivais en donneur de leçons, pour leur taper sur les doigts, comme une sorte de maître d'école qui va les critiquer. J'ai essayé d'avoir des discussions les plus courtoises possibles. Et étonnamment, ça fonctionnait souvent très bien. Comment je dois faire pour discuter avec des gens qui ne partagent pas du tout mes idées? Le plus important pour moi, c'est déjà de le faire, tout simplement. Ensuite, il ne faut surtout pas montrer tout de suite à l'autre qu'on n'a pas les mêmes opinions, pas le même fonctionnement, qu'on les range dans un camp. On voit beaucoup ça aujourd'hui. Lui, je ne lui parle pas, c'est un droitard. Pas question de discuter avec un réac. Ou alors l'inverse. Moi, les gauchistes, les écolos-bobos, je leur adresse pas la parole. On considère tout de suite les gens comme des ennemis. On n'a plus aucun échange. Et ça, c'est compliqué. On n'est pas obligé de témoigner de l'empathie à tout le monde. On a aussi le droit de riposter. C'est très important de savoir se fixer une limite pour se protéger soi-même. Bien sûr, il existe toujours la possibilité de s'exposer à une discussion et ça peut avoir des effets rétroactifs. Sur le moment, on va s'entendre dire « Connard, on n'a pas envie de t'écouter ». Mais par la suite, ces personnes vont peut-être se dire « En fait, ce type a eu un sacré courage de venir ici, de se jeter dans la gueule du loup, dans un endroit où il savait qu'on ne l'appréciait pas, et de nous parler quand même. Pourquoi il a fait ça ?» Donc même si sur le coup ça ne donne rien, il ne faut pas abandonner. On doit continuer, parce que ça peut avoir des effets à retardement. Quand on a besoin de communiquer du fait de sa profession, il faut connaître le fonctionnement des attaques déloyales. Il y a par exemple la technique ad hominem, qui consiste à rabaisser son interlocuteur. On va dire « ça ne vous dérange pas de passer à la télé avec la même veste qu'avant-hier » C'est une façon de viser la personne en elle-même, de la dénigrer. Et le but est uniquement de la faire sortir de ses gonds. Une fois qu'on a identifié ces attaques, il faut savoir les désamorcer, et c'est très facile. Il suffit de répondre « Bon, à part la couleur de la veste, merci pour cette remarque. Comment peut-on faire pour avancer sur notre sujet ?» À l'école et à la fac, tu étais plutôt du genre calme ou soupe au lait? J'étais très gentil. C'est sans doute lié à mon histoire personnelle et à mes origines. Mes parents ont émigré du Pakistan pour s'installer en Allemagne.
Je suis né ici, mais j'ai toujours eu ce sentiment qu'il ne fallait pas faire de vagues. J'étais déjà assez différent comme ça. Et j'étais tout sauf un costaud, donc je ne me suis jamais battu dans la cour d'école. Je savais que je ne pouvais pas gagner. Donc je la fermais et voilà. Et puis à un moment, à l'âge adulte et même déjà adolescent, je me suis aperçu qu'on pouvait aussi gagner avec les mots. Quand est-ce qu'une dispute en vaut la peine? Ça en vaut la peine quand on est confronté à une chose et qu'on se dit « ça, ce n'est pas possible, je ne peux pas l'accepter ». Quand on a l'air d'un immigré ou qu'on est perçu comme tel, on s'en prend tellement plein la figure qu'on est obligé de trouver le moyen de composer avec ça. Vous, les étrangers, vous n'avez pas à faire la leçon aux Allemands. Moi, à un moment, je me suis dit « c'est fini, je ne lâcherai plus d'un millimètre. Vous ne voulez pas m'entendre sur tel sujet? Tant pis pour vous. Je ne peux pas m'ériger en modèle, parce que je réagis parfois de façon subjective. Quand je travaillais pour le Spiegel, quelqu'un m'a écrit « Va te faire foutre, Kazim ». C'était en 2016-2017, j'avais décidé de répondre à tout le monde, aussi parce qu'on nous demandait de le faire. Et j'ai répondu « Va te faire foutre toi-même », ce qu'il ne faut sans doute pas faire. Et le type est allé se plaindre au rédacteur en chef en lui disant « Vous avez vu comment il me parle, votre journaliste ?» Et moi « Non mais tu t'es vu, toi? Tu m'insultes et tu te plains ?» J'ai trouvé ça drôle et j'ai continué à le faire. Ça a fini par m'amuser parce que je remarquais que ça énervait les gens. Et ces disputes, ces réponses et tous ces messages d'insultes, ça t'a rendu plus heureux? Je dirais que ça peut avoir un côté satisfaisant de se rendre compte qu'on peut répondre, de faire comprendre à l'autre qu'on n'accepte pas telle chose. Et au-delà de ça, ça me rend heureux dans la mesure où ça crée un terrain de rencontre. Du fait de son parcours personnel, Hasnain Kazim a appris à supporter le conflit et à ne pas lâcher prise trop vite. Pour moi, c'est très difficile. Pourquoi ai-je tant besoin d'harmonie? Les expériences d'apprentissage sont très importantes dans la gestion des conflits. Dans notre enfance, on a vu comment les autres, nos parents, les figures d'autorité, se comportaient en cas de confrontation. Si la chose était appréhendée de façon objective ou si la discussion s'envenimait. Et la relation à la dispute que nous avons en tant qu'adultes est l'héritière de ce que nous ont montré nos modèles d'identification. C'est vrai que la petite enfance, eh bien, elle nous influence toute la vie, en fait. Et elle nous influence aussi certainement par la façon de considérer une dispute. Si vous en avez déduit, étant enfant, que plus vous étiez passif, plus vous étiez discret, plus vous étiez d'accord avec tout le monde, plus vous aviez le sentiment d'être aimé, il est évident que vous n'allez pas aller chercher la confrontation. On dit toujours « tel enfant, tel parent ». Comment on vivait les conflits dans ta famille? Chez moi, malheureusement, on ne savait pas gérer les débats calmement. Quand il y avait des disputes, la plupart du temps, ça criait très fort. Et elles pouvaient même déboucher sur des agressions physiques. Quand j'étais enfant, je ne faisais pas de bruit. J'essayais surtout de me fondre dans le décor, de me rendre invisible en quelque sorte. Et le truc, dans ma famille, c'est que mes parents ont très longtemps réprimé leurs besoins. Leurs propres besoins? Oui, complètement. Par exemple, mon père était queer, mais il l'a caché pendant très longtemps, y compris à ma mère. Du coup, il y avait énormément de frustration des deux côtés et de l'insatisfaction. J'ai cru pendant très longtemps que j'étais la seule personne, le seul enfant, qui avait grandi dans cette atmosphère de violence, dans une famille complètement dysfonctionnelle. Et le punk m'a beaucoup aidée sur ce plan. Tout à coup, j'ai entendu des gens sur scène qui parlaient de leur propre vécu, de leurs blessures d'enfance, et qui hurlaient cette injustice. Et ils allaient encore plus loin. Pour eux, le problème dépassait la violence individuelle. Ils remettaient tout ça en perspective. Le fait d'être confrontés à des tas d'injustices qui ne sont jamais dénoncées. Ou encore, ils ouvraient le débat. Comment apprendre à gérer les conflits autrement? Ou bien, quand ça ne va pas, vers qui peut-on se tourner? Comment tu t'es rapproché de tes parents et de ta sœur? On avait tous besoin de prendre nos distances les uns avec les autres. Le processus de guérison a été très long. J'ai pu jeter à la figure de mes parents, ou du moins verbaliser, tout ce qui m'avait blessée quand j'étais enfant. Et je l'ai fait sans mâcher mes mots. J'ai pu tout leur dire et ils m'ont écouté.
Je les en remercie encore aujourd'hui parce que ça n'a pas duré une semaine ou deux. Ça a pris plusieurs années. Quand on se voyait, il y avait des blessures qui ressurgissaient et je pouvais leur dire « Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passait avant. » C'était des schémas récurrents. Exactement. J'ai pu dire à mon père, par exemple, « Je t'ai trop entendu quand j'étais enfant. Tous tes soucis ont pris tellement de place dans ma vie qu'aujourd'hui, je n'en ai plus pour ces choses-là. » Ça, je crois que c'est vraiment une chose importante, c'est de se rendre compte que nous avons plus de pouvoir aussi sur la colère que nous ne pensons, notamment avec certaines thérapies qui vont travailler votre comportement. C'est à moi de décider de briser ce cercle et donc je peux agir. De même que les disputes ont un début, il est important qu'elles aient aussi une bonne conclusion. Les enfants sont très réceptifs au rituel qui va clore le conflit. Ça peut être par exemple la bise de réconciliation ou une poignée de main. Dans ma famille, on a établi par exemple qu'on n'emporte pas la dispute au lit. Donc on va essayer autant que possible d'y mettre fin avant d'aller tous nous coucher. Quand on est en famille, à Noël, on va parfois aborder un sujet dont on comprend tout de suite qu'il ne mettra pas tout le monde d'accord. Dans ce cas, la dispute n'en vaut pas la peine. Parce qu'on est là, en famille, et ces retrouvailles avec nos proches sont plus importantes que le sujet qui vient de surgir. Nous y voilà, le fameux repas de famille à haut risque avec la tante aux opinions politiques bien arrêtées et le petit frère rebelle. Les disputes portent souvent sur des sujets importants sur lesquels on n'a aucune prise individuellement. Et pourtant, ces querelles peuvent briser de solides amitiés et même des familles. Alors que faire? Bannir les thèmes sensibles? Comment faire du conflit un tremplin pour la réconciliation? Souvent, on ne se dispute pas seulement à deux, mais en groupes plus importants, dans lesquels certains d'entre nous sont toujours des spectateurs. Et quand on ne fait qu'assister à la confrontation, l'empathie est un piège. Parce que ce sentiment transforme très rapidement le simple observateur en partie prenante. Et à partir de là, on ne voit le débat que d'un côté et pas de l'autre. Et ceux qui soutiennent l'autre point de vue deviennent soudain des adversaires. La condition d'une bonne dispute, c'est de partir du principe que l'autre ne me tend pas de piège. Que ce soit le cas ou pas. C'est une hypothèse de départ selon laquelle tout le monde est honnête et sincère. Quand la personne en face de moi affirme tout et son contraire, au lieu de me dire qu'elle est stupide ou qu'elle ment, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Attends, on ne s'est pas bien compris. Il y a quelque chose d'autre derrière tout ça, et je vais essayer de découvrir ce que c'est. En pratique, je sais bien qu'il faut présumer que la personne est bien intentionnée. Mais quand quelqu'un dit « il y a trop d'étrangers dans notre pays, on n'en veut plus, il faut fermer les frontières », pour moi, en tant que fils d'immigré, c'est difficile à entendre. Je vais malgré tout lui demander « qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quel est le problème d'après toi ?» Et très souvent, la suite, ce sera « je ne parle pas de toi, mais des autres. » D'accord, c'est très sympa de ne pas m'englober là-dedans, mais ça ne règle pas la question. L'idée, c'est de trouver une solution raisonnable, quitte parfois à demander à l'autre de dire les choses autrement. Parfois, c'est vraiment une question de formulation. Tu penses qu'en tant que personne, en tant que société, ça nous rendrait plus heureux de mieux nous disputer? Oui, je pense. Parce qu'on voit trop de gens qui gardent leur frustration et qui sont toujours en colère. Et à moi aussi, le débat me fait du bien. Parce que j'apprends énormément. Je me rends compte que j'ai tort sur beaucoup de points, ou que mon interlocuteur a un bon argument, voire qu'il a raison. Mais parfois je sature, parce que ces débats prennent souvent une tournure très personnelle, et les gens s'en prennent à moi. Et là, on apprend aussi à lâcher au bon moment. Dans ce cas-là, je fais une pause, je n'ai pas besoin de me disputer tous les jours. Parfois, il suffit simplement de se rappeler qu'on peut faire des expériences communes. Ma femme est aux États-Unis et là-bas, elle dirige un grand chœur consacré à Bach, qui est composé à parts égales de démocrates et de républicains.
Le hasard les a réunis au sein de cet ensemble et la coopération se passe à merveille. On peut appliquer la même chose à une querelle au sein de la famille ou entre amis. Qu'est-ce qu'on veut atteindre tous ensemble? Et il arrive très souvent que les personnes soient assez d'accord sur le but ou la solution. En entreprise, on a parfois des équipes qui sont un peu trop harmonieuses. Les collègues se retrouvent le soir pour jouer au badminton ou pour boire une bière. Dans ce cas, ils ne sont plus capables de faire une critique constructive, voire un peu sévère des autres. Ce qui fait qu'on arrive à un résultat moyen. En management, quand on veut atteindre l'excellence, on a besoin du conflit. J'aime les disputes que j'ai aujourd'hui. Je trouve que ces conflits avec mes proches, en amitié ou en amour, me donnent beaucoup de force. Quand je fais la connaissance de nouvelles personnes et qu'on se dispute pour la première fois, je trouve ça complètement... Ça brise la glace. Exactement. Je sais que ça va coller. C'est un signe de confiance. Je ne me dispute qu'avec les personnes qui comptent pour moi. Quand les gens me sont indifférents, je disparais de leur vie. Si j'ai une confrontation avec quelqu'un, ça veut dire que je tiens à cette relation. Je crois que dans une dispute, c'est important d'accepter le fait que l'autre est une personne aussi complexe que moi. Le plus grand bonheur dans un conflit, c'est de voir que l'autre n'a pas pris la fuite. Il a surmonté tout ça avec moi et ça nous a fait évoluer ensemble. Ce jeu entre l'autre et moi, la question de ce qui nous soude et les enseignements qu'on peut tirer de cette expérience, c'est ce qui fait pour moi une bonne dispute.